Dans les quartiers chics d'Abidjan, un nom faisait frémir les cœurs et tournait les têtes. Kwame Yao, un homme d'affaires redouté et respecté, à la fois pour son charme ténébreux que pour son compte en banque bien garni. Fils d'un ancien ministre et héritier d'un empire immobilier, Kwame avait grandi dans le luxe, et depuis ses 25 ans, il avait pris goût à une vie sans attache. Pour lui, les femmes étaient comme des vêtements, on les admire, on les porte, puis on les change dès qu'elles commencent à perdre de leur éclat. Chaque semaine, une nouvelle conquête. Des mannequins, des influenceuses, des filles de ministres, tout y passait. Il les séduisait avec son sourire carnassier, sa voiture de luxe, ses billets épais, puis les jetait sans remords. Ses amis l'appelaient en riant le collectionneur de beauté, et lui, il riait de bon cœur. Il ne croyait pas à l'amour. Pour lui, tout n'était qu'un jeu de pouvoir et de domination. Mais un soir, un détail changea tout. C'était un vendredi humide de septembre. Kwame venait de sortir d'un dîner d'affaires à Cocody. Sur le chemin du retour, alors qu'il roulait lentement en direction de son duplex, il aperçut, assise seule à un arrêt de bus désert, une jeune femme qui semblait sortir tout droit d'un rêve. Sa peau était d'une teinte caramel foncé, ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque surnaturel. Ses cheveux étaient épais, noirs comme l'ébène, tombant en boucle sur ses épaules frêles. Elle portait une robe longue, un pagne moderne cousu main, d'un style ancestral mais indéfinissable. Elle ne regardait pas les voitures. Elle regardait le ciel, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Kwame s'arrêta net. Il abaissa sa vitre. « Mademoiselle ? Vous attendez le bus à 7 heures ? C'est dangereux ici. » La femme tourna lentement la tête vers lui. Son regard le transperça. Il y eut un silence pesant, presque mystique, avant qu'elle ne réponde simplement. « Je n'attends rien. Je suis là parce que je devais être là. » Intrigué, il insista pour la déposer. Elle monta, sans poser de questions. Aucune demande d'argent, aucun intérêt manifeste pour sa voiture ou son allure. Elle ne demandait rien. Elle ne parlait pas, mais elle imposait sa présence. Kwame, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vulnérable. « Tu t'appelles comment ? » demanda-t-il en roulant. « Ariel. » Un nom simple, mais qu'elle prononça avec une intensité qui fit frissonner Kwame. Il ne savait pas encore que ce soir allait bouleverser sa vie à jamais. Les mois passent, l'obsession naît. Ariel s'installa chez Kwame dès la première semaine. Elle ne demanda pas. Elle ne proposa pas. Elle était simplement là, et Kwame n'osa jamais la chasser. Elle ne posait pas de questions sur ses sorties, ne touchait jamais à son argent, ne fréquentait personne. Elle passait le plus clair de son temps à la maison, à lire de vieux livres, à méditer, ou à cuisiner d'étranges plats que Kwame n'avait jamais goûtés, mais qui le rendaient bizarrement plus fort, plus énergique, presque euphorique. Ses amis commencèrent à s'éloigner. Kwame devenait étrange. Moins social, moins attiré par les fêtes, les voyages, les femmes. Il n'avait plus besoin de personne, il n'avait qu'elle. « Frère, tu vas bien ? On dirait que tu vis comme un ermite maintenant ?» lui lança un jour son ami Darius. Mais Kwame n'écoutait plus personne. Ariel était tout pour lui. Elle ne riait jamais, ne pleurait jamais. Elle n'était jamais malade, ne dormait presque pas. Parfois, il la retrouvait dehors à l'aube, pieds nus dans le jardin, parlant à la lune ou murmurant des mots dans une langue inconnue. Et pourtant, il l'épousa. 2 ans après leur rencontre, sans cérémonie, sans famille, sans témoins, ils se marièrent dans un petit bureau administratif, en catimini. Sa famille hurla. Sa mère, Madame Akissi, femme dure et autoritaire, exigea de voir cette femme qui avait mis la main sur son fils. « Ce n'est pas normal, Kwame. Une femme qu'on ne connaît pas, qui ne parle à personne ? C'est un fétiche qu'on t'a jeté. » cria-t-elle un jour au téléphone. Mais il refusa catégoriquement. Il ne voulait pas qu'on s'approche d'elle. Il disait que le monde ne la méritait pas, que les gens étaient trop sales pour poser les yeux sur elle. L'arrivée de la nièce, l'envers du décor. 1 an plus tard, sa nièce préférée, Amina, une jeune étudiante en médecine de 22 ans, demanda à passer quelques jours chez lui, le temps de faire un stage à la clinique de la Riviera. Kwame hésita, mais finit par accepter. Il ne l'avait pas vue depuis longtemps.
Quand Amina arriva à la maison, elle fut surprise de découvrir une grande bâtisse fermée, lugubre, avec des rideaux tirés à toute heure. L'air sentait la moisissure, et les couloirs étaient sombres. La lumière du soleil ne pénétrait plus la maison. Tout semblait éteint. Elle frappa. Pas de réponse. Elle entra, prudemment. Tonton? Rien. Soudain, une silhouette apparut au fond du couloir. Une femme, grande, très maigre, presque translucide, aux yeux vitreux. Elle portait une robe noire usée, ses cheveux étaient hirsutes, ses ongles longs et sales. « Je suis Ariel », dit-elle d'une voix rauque. Amina recula d'instinct. Ce n'était pas la femme dont son oncle parlait. Ce n'était pas une épouse. C'était une apparition. Une ombre. « Tu es Ariel? La femme de tonton ?» La femme hocha la tête lentement. Amina parcourut la maison. Des déchets jonchaient le sol. Des bocaux étranges remplis de liquide brun, des ossements d'animaux, des symboles dessinés à la craie sur les murs, des miroirs couverts de draps rouges. Et dans une pièce fermée à clé, elle entendit des murmures. Une sorte de chant guttural, terrifiant. Ce soir-là, elle vit son oncle, amaigri, le regard vide, entrer dans cette pièce, et ne pas en sortir jusqu'au matin. La question que tout le monde évite. Le lendemain, Amina confronta son oncle. « Tonton, qu'est-ce que tu fais ici? Cette femme, elle n'est pas normale. Tu vis dans un film d'horreur. » Kwam lui sourit faiblement. « Tu ne comprends pas, Amina. Ariel est plus que ma femme. Elle est ma lumière, mon équilibre, mon univers. Tu es prisonnier. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la sorcellerie. » Il se leva, d'un geste calme mais ferme. « Ne parle plus jamais ainsi d'elle. Si tu ne peux pas la respecter, tu peux partir. » Amina quitta la maison en courant, le cœur battant. Mais une chose était sûre, elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait vu. Lorsqu'Amina quitta précipitamment la maison de son oncle Kwam Yao, son cœur battait à tout rompre. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi perturbant. Cette maison, où régnait l'obscurité, l'humidité, la crasse et les murmures inquiétants, et cette femme, Ariel, qui ne ressemblait plus du tout à une épouse, mais à une entité étrange, décharnée, presque inhumaine. Mais ce qui la hantait le plus, ce n'était pas l'apparence physique d'Ariel, c'était la sensation. Une énergie glaciale, collante, pesante, comme si l'air lui-même refusait d'être respiré là-bas. Pourtant, Kwam semblait ne rien voir, ne rien sentir. Pire encore, il semblait heureux, comme possédé par une illusion. Déterminée à comprendre, Amina décida de documenter la situation. Le lendemain, elle retourna à la maison, prétextant avoir oublié une trousse de médicaments. Ariel l'accueillit à la porte, un sourire figé sur le visage, toujours aussi spectral. Amina sortit discrètement son téléphone et commença à filmer en cachette. Mais ce qu'elle vit sur son écran la figea. La maison, pourtant plongée dans une puanteur insupportable et tapissée d'ordures, apparaissait dans la caméra parfaitement propre, luxueuse, baignée de lumière. Ariel, qui en vrai ressemblait à un cadavre ambulant, y était resplendissante, jeune, radieuse, avec une police, un sourire éclatant et un regard plein de douceur. « C'est quoi ce délire ?» murmura Amina, bouleversée. Elle referma son téléphone. Aussitôt, l'illusion disparut. Elle était de retour dans la maison pourrissante. Elle sentit ses jambes trembler. Elle inventa une excuse, prétexta un mal de tête, et demanda à rentrer chez elle. Ariel l'observa sans rien dire, toujours avec ce sourire figé, presque douloureux, comme peint sur son visage desséché. Une confidence glaçante. Chez elle, Amina raconta tout à sa mère, Tanti Assetou, une femme pieuse et terraque sans grave terre. D'abord sceptique, celle-ci comprit rapidement que sa fille ne délirait pas. La peur dans ses yeux, les tremblements de ses mains. Amina ne mentait pas. « Maman, tonton est marié à un fantôme. Ou à un démon. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas humain. » Assetou n'hésita pas une seconde. Elle appela le reste de la famille. Il fallait agir. La visite surprise. 3 jours plus tard, un dimanche matin, la famille Yao au complet se présenta sans prévenir devant la maison de Kwam.
Ils étaient 8, 2 de ses frères, 3 cousines, une tante, Amina, et la mère de Quam, Madame Akissi, une femme d'une force intérieure peu commune, âgée de plus de 70 ans, mais au regard encore vif comme celui d'un aigle. Quam, surpris, les accueillit avec un sourire gêné, mais n'eut pas le temps de refuser leur visite. Ariel apparut derrière lui, vêtue d'un pagne ivoire, le visage paisible. À la surprise générale, elle était magnifique. Sublime. Douce. Éblouissante. Waouh, mais c'est elle, Ariel, s'exclama l'un des frères. Tu nous cachais une perle, grand frère. La maison semblait également splendide. Un salon élégant, des rideaux soyeux, un parfum envoûtant dans l'air. Les invités furent séduits. Amina, pourtant, tremblait. Elle savait que tout cela n'était qu'une illusion. Tous, sauf Madame Akissi, semblaient hypnotisés par la beauté d'Ariel et le charme du lieu. Mais lorsqu'elle entra dans la maison, son corps se figea. Elle regarda autour d'elle et vit la vérité. La maison, à ses yeux, était un cauchemar vivant, les murs étaient couverts de taches brunes, comme du sang coagulé. Le sol, jonché de peaux de serpent, d'ossements et de restes de repas en décomposition. Et au centre du salon, trônait Ariel, mais pas celle que les autres voyaient. Ariel, à ses yeux, était un corps putréfié, sa peau pendante comme une vieille toile, ses yeux jaunes et vitreux, son sourire déformé par la mort. Un être entre le monde des vivants et celui des morts. Mon Dieu, murmura Madame Akissi, les larmes aux yeux. Ce n'est pas une femme. C'est une entité. Elle a emprisonné mon fils. Elle chancela, saisie par une panique viscérale, et s'adressa à sa fille. Conduis-moi à la morgue la plus proche. Tout de suite. Je veux voir les morts pour mieux comprendre les vivants. Ces paroles glacèrent l'assemblée. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils voyaient tous une belle maison et une épouse parfaite. Mais la matriarche, elle, voyait la réalité nue. Le choc et le silence. Une fois à la morgue, Madame Akissi s'assit face au tiroir métallique, silencieuse, les yeux dans le vide. « Tu sais pourquoi j'ai demandé à venir ici ?» dit-elle à sa fille. « Parce que ce que j'ai vu chez ton frère n'appartient pas aux vivants. C'est ici que cette chose devrait être. Pas dans notre monde. Ariel n'est pas humaine. Elle a emprisonné Quam dans une illusion, un pacte probablement. Quelque chose de bien plus sombre que la sorcellerie. Ce n'est pas une marabout qui peut régler ça. Il faut chercher, plus loin. Elle savait que son fils avait touché à un mystère trop profond, trop ancien. Une entité qui utilisait la perception, la lumière, la mémoire, pour manipuler et s'enraciner. Une famille divisée. Les jours suivants, la famille fut déchirée. Ceux qui avaient vu la maison propre et Ariel belle pensaient que Madame Akissi perdait la raison. D'autres, comme Amina et Assetou, savaient qu'il y avait un terrible secret, invisible à l'œil naïf. Quam, lui, coupa le contact avec tout le monde. Il ne répondit plus aux appels, ferma les rideaux de sa maison, et disparut du monde extérieur. Amina, de son côté, décida de ne pas abandonner. Elle sentait que quelque chose de plus grave se préparait. Que la véritable nature d'Ariel n'avait pas encore été révélée. Et dans le noir de la maison, pendant ce temps, Ariel souriait. Car elle savait que l'étape suivante approchait. Et qu'une fois la transformation achevée, Quam ne serait plus jamais Quam. Le silence régnait dans la voiture pendant que Madame Akissi et sa fille roulaient en direction de la morgue. Le moteur ronronnait, mais dans l'esprit de la vieille femme, les souvenirs de ce qu'elle avait vu chez son fils Quam Yao défilaient comme un cauchemar sans fin. Elle n'avait jamais cru aux histoires de revenants, de morts vivants ou de malédictions, mais ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait senti, ne pouvait être expliqué par la simple folie ou une hallucination. Arrivée à la morgue municipale de Tamakou, elle demanda à voir le responsable du service des corps non identifiés. Un vieil homme maigre aux yeux perçants, vêtu d'une blouse froissée, les accueillit. « Je m'appelle Yapi. Comment puis-je vous aider, madame ?» Elle lui répondit calmement, mais avec fermeté. « J'ai vu un cadavre vivant dans la maison de mon fils. Je veux que vous veniez avec moi pour le confirmer. Ce n'est pas un délire. C'est une urgence spirituelle. » Le préposé, d'abord amusé,
vit rapidement dans les yeux d'Akissi qu'elle ne plaisantait pas. Elle avait ce regard qu'ont les femmes âgées qui ont vu des choses que le monde moderne préfère ignorer. « Si vous me mentez, je vous le ferai payer, » grogna-t-il, en attrapant une petite fiole d'huile bénite qu'il gardait toujours sur lui, « mais si vous dites la vérité, alors que Dieu nous protège. » Retour à la maison maudite. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de Kwam, tout semblait calme. Trop calme. Le portail grinça sinistrement lorsqu'il l'ouvrit. Yapi fronça les sourcils en franchissant le seuil du salon. Il s'arrêta net. Par tous les saints. Il tituba légèrement, pris d'un haut le cœur. Ce qu'il voyait n'avait rien à voir avec une maison humaine. Le sol était spongieux, noirci par l'humidité. Des vers grouillaient sur les murs. L'air était épais, presque liquide, chargé d'une puanteur de chair en décomposition. Les rideaux pendaient comme des linceuls sales, et un murmure sourd résonnait dans les recoins de la pièce, comme si les murs eux-mêmes pleuraient. Puis il la vit. Ariel. Elle était debout au fond du salon, immobile. Son corps était gris, décharné, partiellement transparent. Ses yeux étaient depuis noirs. Son sourire, figé, dévoilait des dents jaunes et irrégulières. Une mouche se posa sur sa joue, mais elle ne bougea pas. « Ce n'est pas une femme, » murmura Yapi. « C'est un corps. Un corps qui aurait dû être enterré il y a longtemps. » Quoi m'envoûter? Kwam arriva dans le salon à ce moment-là, vêtu d'un simple boubou usé. Il semblait affaibli. Son teint était cireux, ses yeux cernés, sa démarche hésitante. Mais il souriait. « Ah! Monsieur de la morgue, bienvenue chez moi. Ne croyez pas aux bêtises de ma mère. Ma femme est en parfaite santé. » Yapi s'avança, décidé à l'affronter. « Votre femme est un cadavre. Et vous, vous êtes en train de mourir, monsieur. » Lentement. Elle vous vide. Vous ne le voyez pas, mais vous ne tenez plus que grâce à un fil. Impact. Elle vous pompe votre vie. Kwam rit, mais ce rire sonnait faux. Il s'approcha d'Ariel et la prit par la main. Regardez-la. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Mais lorsque Yapi s'approcha, une odeur insupportable le frappa au visage. Il se tourna vers Madame Akissi, les yeux écarquillés. Ce n'est pas une odeur humaine. C'est celle de la terre des tombes. Kwam, de plus en plus nerveux, tenta de forcer Yapi à toucher Ariel. Touchez-la. Vous verrez qu'elle est réelle. Vivante. Yapi, désormais convaincu du danger, sortit la petite fiole d'huile sacrée de sa poche, sans prévenir, aspergea Ariel. La transformation. Le cri qui suivit fut inhumain. Un hurlement guttural, venu des tréfonds de l'enfer, fit trembler les murs. Ariel recula brutalement, les mains en feu, le corps se tordant comme un serpent brûlé. Sa peau se fissura, laissant apparaître un tissu de chair noire et de veines mortes. Ses cheveux tombèrent en touffes, ses yeux devinrent rouges, injectés de sang. Puis elle changea de forme. Sous leurs yeux terrifiés, Ariel se transforma en une créature hideuse, à mi-chemin entre une femme et un animal, un spectre aux os saillants, dont les membres se pliaient à l'envers. Sa bouche s'élargit jusqu'aux oreilles, ses dents devinrent longues et tranchantes. Elle n'avait plus rien d'humain. Madame Akissi tomba à genoux, priant à haute voix. Yapi recula, cherchant dans sa poche d'autres fioles d'huile. Mais il était trop tard. Ariel bondit. Le jugement des ténèbres. Elle attrapa Kwam et l'enserra contre elle. Le jeune homme ne se débattait pas. Il souriait toujours. Son visage était pâle, vidé de toute vie. « Il est à moi », grogna la créature, sa voix résonnant comme un écho caverneux. Il a accepté. Il m'a choisi. Et maintenant, il m'appartient pour toujours. Yapi tenta de réciter une prière, mais les mots moururent dans sa gorge. Une force invisible le projeta contre le mur. La créature leva sa main squelettique et la posa sur le front de Kwam. Son corps se mit à luire d'une lumière noire, comme aspiré. Ses jambes cédèrent. En quelques secondes, il s'écroula, inerte. Ariel le regarda une dernière fois, puis fondit en poussière, dans un cri strident, emporté par une lumière blanche tombée du plafond comme un jugement divin. Le silence après la tempête. Lorsque tout fut fini,
Il ne resta que le corps sans vie de Quam, les murs à moitié effondrés, et un silence glacial. Yapi se releva, le souffle court. Il a été consumé. Elle se nourrissait de lui. Et maintenant qu'il est vide, elle est partie. Jusqu'à sa prochaine victime. Madame Akissi s'approcha lentement du corps de son fils, les larmes aux yeux. J'aurais dû le protéger plus tôt. Elle le serra contre elle. Pardonne-moi, mon fils. Épilogue. Quelques jours plus tard, la maison de Quam fut détruite. Les voisins, terrifiés par les rumeurs, évitèrent le quartier pendant des semaines. Personne ne parla plus jamais d'Ariel. Son nom devint un murmure, un avertissement dans les histoires du soir. On dit que certains pactes ne peuvent être brisés, que certaines beautés cachent la mort. Et que tous ceux qui aiment sans voir la vérité, finissent par être dévorés.